L'Église catholique chrétienne de la RDC, tradition suisse, vous souhaite la bienvenue dans son école doctorale, au sein de l'Université Notre-Dame d'Afrique. Vous allez suivre le cours de droit constitutionnel. Le cours est dispensé par le professeur Dr Asket Siméon. Installez-vous dans un endroit calme. Utilisez des écouteurs pour une meilleure audition. Je suis Monsieur Asket Siméon, professeur de droit à l'Université Laval du Canada, enseignant à l'Université Félix Houphouët-Boigny, l'UCAO, l'UMECI et à l'ENA. Je suis le doyen de la faculté de droit de l'Université méthodiste Notaire. Ensemble nous allons étudier le cours de droit constitutionnel en master. Introduction générale. Aucune société humaine ne peut vivre sans un minimum de règles communes imposées à tous. L'universalité et la constance du phénomène juridique. Quel que soit le système politique, l'idéologie ou la forme d'organisation sociale, paraissent attester son caractère inéluctable et son utilité. Le droit est un moyen de régulation et de prévisibilité des relations sociales et de leurs conséquences. Il procède des notions de justice et de raison. Dogmatique et stabilisateur, le droit est un facteur de paix sociale et il présuppose l'existence d'une autorité qui dispose de la contrainte pour réprimer la transgression des règles. C'est dire que dans tout groupe humain, on peut observer une division des membres de celui-ci en deux catégories, qui peuvent être figés ou non. Ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Cet aspect exprime l'existence du pouvoir. Un ou plusieurs individus s'imposent à l'ensemble du groupe ou voient leur autorité acceptée ou approuvée par celui-ci. Ce phénomène est observable aussi bien dans une classe, une bande organisée ou un groupe d'enfants occupés à une activité ludique qu'au sein de la société globale. Dans ce dernier cas, le phénomène concerne alors le pouvoir politique de l'État. C'est l'étude de ce pouvoir qui constitue l'objet du droit constitutionnel, discipline intellectuelle apparue à la fin du XVIIIe siècle. C'est un droit qui vit au milieu de nous et en nous. À ce titre, il concerne autant le juriste que le citoyen et bénéficie assurément de l'attrait de l'actualité, tiré de la Constitution, ce qui explique l'épithète constitutionnel. Le droit constitutionnel prend aussi en compte dans son étude l'histoire, le contexte sociologique, l'évolution des idéologies, le jeu des partis politiques. Ce qui permet de mieux comprendre le fonctionnement des institutions, d'ailleurs avec la promotion de la démocratie et l'état de droit et surtout la généralisation de la justice constitutionnelle. Le droit constitutionnel apparaît aujourd'hui comme de droit des libertés, une technique de la liberté. Ces précisions faites, il convient maintenant de descendre au-dedans du droit constitutionnel, pour en découvrir les règles, les mécanismes, les dédales, les méandres, les délices et circuler, dans les rues et avenues. Nous le ferons à travers deux parties dont la première sera consacrée à la théorie générale du droit constitutionnel et la seconde, au système constitutionnel ivoirien. Première partie, théorie générale du droit constitutionnel. La théorie générale du droit constitutionnel est construite autour de l'État, la Constitution et le régime représentatif. Chapitre 1. L'État, cadre du droit constitutionnel.
Cadre du droit constitutionnel, l'État doit être analysé d'une part en tant que notion, ou concept, d'autre part sous ses diverses formes par lesquelles il existe et enfin, à travers ses fonctions. Section I. La notion d'État. L'État peut être identifié, ici, par ses éléments constitutifs et par ses caractéristiques juridiques. Le droit international public tout comme le droit constitutionnel définit habituellement l'État, par trois éléments. Autrement dit, l'État ne peut exister que si trois éléments au moins sont réunis, une population, un territoire, un pouvoir politique. Ainsi l'État se présente comme un groupement humain fixé sur un territoire déterminé et sur lequel une autorité politique exclusive s'exerce. La population, avant tout l'État, est une collectivité humaine. On comprend dès lors qu'il ne saurait y avoir d'État sans population. Et la population un ensemble, une collectivité d'individus vivant dans un État. La population est normalement rattachée à l'État par la nationalité. On distingue au sein de la population les nationaux et les étrangers. Les nationaux sont les individus liés à l'État par un lien juridique, la nationalité. Ce lien est attribué selon deux modalités principales, le droit du sol, jus soli, et le droit du sang, jus sanguinis, Dès lors la nationalité se présente comme le lien juridique de rattachement d'une personne à un État. Les nationaux, un groupe d'individus sédentaires et solidaires et qui présentent une individualité par rapport à d'autres, au point de constituer une nation. En revanche, les étrangers sont des personnes qui ont des liens de rattachement avec d'autres États, donc ne possédant pas la nationalité de l'État d'accueil. Il convient également de préciser que l'importance de la population est juridiquement indifférente quant à la nature de l'État. L'île de Nauru, État d'Océanie à 7500 habitants alors que la Chine en a plus d'1 milliard. Enfin, il y a lieu de préciser maintenant la notion de population par rapport à une notion voisine, parfois utilisée à sa place, la nation. La population, on le rappelle, est un ensemble, un groupe humain. Or la nation est un groupement humain qualifié. En cela deux conceptions de la nation s'opposent. La première, subjective et d'origine française, est fondée sur le vouloir vivre collectif. En effet, selon Ernest Renan, reprenant en cela la définition de Michelet, la nation est un principe spirituel. Cette conception volontariste est ancrée dans l'histoire, l'idéologie donc fondée sur la volonté de vivre ensemble, à l'inverse de la conception subjective. La conception objective est d'origine allemande, résultant d'éléments objectifs tels que la géographie, la langue, la religion, la race. Mais les deux conceptions sont complémentaires. B. Le territoire fixe le cadre à l'intérieur duquel l'État exerce son pouvoir de commandement à titre exclusif. Il ne peut donc y avoir d'État véritable sans territoire. L'espace-territoire est la zone de juridiction de l'État, c'est-à-dire l'espace sur lequel l'État assure la réglementation des activités de toutes sortes et exerce y à plénitude de la souveraineté. Ainsi, si l'État peut survivre à la perte momentanée de son territoire, pays occupé en cas de guerre civile, mais il ne peut exister d'État en cas de perte définitive du territoire. C'est dire que des populations nomades ne constituent généralement pas d'État, délimités par les frontières. Le territoire peut être étendu ou au contraire de dimension restreinte. Exemple URSS comptait 22 402 200 km
l'île de Nauru comprend 21 km. On précise que le territoire de l'État comporte 3 aspects. Le territoire terrestre comprend le sol et le sous-sol. Le territoire maritime possédé par les seuls États côtiers, il est constitué de la mer territoriale qui est le territoire immergé dont la largeur s'étend à 12 milles marins. 1 mille marin égale 1852 mètres. Enfin, on a le territoire aérien, il englobe la masse d'air comprise entre les limites théoriques que constitue la verticale des frontières terrestres ou maritimes. En clair, c'est l'espace atmosphérique qui surplombe le territoire terrestre et ou maritime. C. Le pouvoir politique, c'est la force d'impulsion de l'État. Autrement dit, c'est la puissance qui a la charge d'assurer l'ordre et la sécurité, de construire et de maintenir l'unité de l'État et de la nation. Ceci étant, le pouvoir politique doit être souverain, avoir la plénitude et être légitime. Le pouvoir souverain est celui qui n'est soumis à aucun autre pouvoir ni dans l'ordre interne ni dans l'ordre international. La plénitude implique l'effectivité et l'exclusivité. On dit d'un pouvoir politique qu'il est effectif lorsqu'il exerce son autorité sur le territoire de façon réelle. L'exclusivité du pouvoir renvoie à l'idée qu'il ne doit exister sur un même espace territorial deux pouvoirs exécutifs, concurrents. Un pouvoir politique légitime est celui qui est accepté, consenti par l'ensemble des gouvernés, du moins par la majorité de ceux-ci. Définition juridique de l'État. Juridiquement, l'État est une personne morale de droit public, territoriale et souveraine. 2. Cette définition, deux éléments permettent de caractériser l'État, la personnalité juridique et la souveraineté. A. La personnalité juridique. La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. Elle permet, donc à un groupe de personnes physiques ou morales ayant des intérêts communs d'agir dans la vie juridique comme une seule personne physique. Elle confère à l'État en tant qu'entité souveraine des droits, elle lui impose des obligations et le place en position d'assumer des responsabilités. En outre, la personnalité juridique permet à l'État de disposer d'un patrimoine et d'ester en justice. Elle place les États dans une position d'égalité juridique au plan international et ceci en dépit de leurs différences réelles relativement aux dimensions de leurs éléments constitutifs. Elle assure également la pérennité et la continuité de l'État et du pouvoir. Enfin, la personnalité juridique attribuée à l'État permet d'abandonner la conception patrimoniale du pouvoir au profit d'une conception fonctionnelle. Ainsi, les gouvernants n'ont plus un droit subjectif à l'exercice du pouvoir politique, ils ne jouissent que d'une compétence, leurs actes sont imputés à l'État au nom duquel il s'agisse. B. La souveraineté, c'est l'ultime degré de la puissance légale et de la liberté attribuée à l'État dans son territoire, sur les sujets de droit. La souveraineté désigne donc le pouvoir suprême, non subordonné, non limité. Thierry Debar, Dictionnaire de droit constitutionnel. 2af l'édition. Ellipse, 2007. p. 420. En conséquence, la souveraineté est un pouvoir originaire en ce que l'État ne tient son autorité de personne, c'est-à-dire d'aucune autre autorité que de lui-même. Au plan interne, il s'agit de souveraineté dans l'État. Cette forme de souveraineté implique la suprématie absolue du pouvoir politique. Ainsi, l'État ne peut à l'intérieur de ses frontières rencontrer ni supérieur, ni égal, ni concurrent. Toutefois, la supériorité du pouvoir politique n'est ni l'omnipotence, ni l'arbitraire.
En clair, le pouvoir suprême reste soumis au droit, on parle alors d'état de droit, dans l'ordre externe, on parle de souveraineté de l'État. Elle se caractérise par l'indépendance, par conséquent, aucune contrainte extérieure à l'État ne peut lui imposer le respect des règles, ou des normes juridiques, de ce qui précède. Il résulte que la souveraineté permet à l'État non seulement de disposer d'un pouvoir d'auto-organisation, État est titulaire de la compétence de sa compétence, mais également de développer un ordonnancement juridique à partir de la Constitution. Cependant, il faut remarquer que les affirmations relatives aux deux formes de souveraineté sont loin d'avoir, à l'époque contemporaine, le caractère absolu qu'on leur a longtemps prêté, le développement des droits et libertés reconnus à la personne humaine, la multiplication des organisations et des constructions juridiques supranationales constituent de puissantes limites à l'absolutisation du pouvoir de l'État. 2. L'État unitaire décentralisé. L'État unitaire décentralisé se réalise par la décentralisation et la reconnaissance par l'État d'intérêts locaux, propres, gérés par les intéressés, population locale. Point. La décentralisation suppose réunit trois conditions. Les affaires locales, ce sont les compétences que la loi a confiées à une collectivité territoriale. Les organes propres, ce sont les autorités qui doivent gérer les affaires locales. Ces autorités sont en principe élues par la population qui compose la collectivité. La personnalité morale, la décentralisation est impossible sans attribution de la personnalité juridique. Elle permet aux collectivités locales de disposer d'un personnel, d'un patrimoine, d'ester en justice et jouir de l'autonomie administrative et financière. Bien qu'autonomes, les entités décentralisées sont soumises au contrôle de l'État. Il s'agit du contrôle de tutelle contrairement au contrôle hiérarchique qui s'applique dans le cadre de la déconcentration. L'État compose. Il existe aujourd'hui deux types principaux d'États composés. La confédération et la fédération. A. La confédération ou l'État confédéral. La confédération est une association d'États qui respecte un principe, la souveraineté internationale de ses membres, mais qui se traduit par la mise en place d'organismes destinés à coordonner leur politique dans un certain nombre de domaines. La confédération ne constitue pas un État au regard du droit international. Il est fondé ou créé par un traité qui ne peut être modifié que par l'accord unanime de tous ses signataires, États, membres. Ces organes communautaires ou confédéraux ne prennent de décision, au moins, sur les points importants qu'à l'unanimité des représentants des États membres, et ces représentants reçoivent des instructions formelles de leurs gouvernements respectifs. L'État compose. Il existe aujourd'hui deux types principaux d'États composés, la Confédération et la Fédération. A. La Confédération ou l'État confédéral. La Confédération est une association d'États qui respecte un principe, la souveraineté internationale de ses membres, mais qui se traduit par la mise en place d'organismes destinés à coordonner leur politique dans un certain nombre de domaines. La Confédération ne constitue pas un État au regard du droit international. Il est fondé ou créé par un traité qui ne peut être modifié que par l'accord unanime de tous ses signataires, États, membres. Ces organes communautaires ou confédéraux ne prennent de décision, au moins, sur les points importants qu'à l'unanimité des représentants des États membres, et ces représentants reçoivent des instructions formelles de leurs gouvernements respectifs. Par conséquent,
les organes communautaires s'apparentent à des conférences diplomatiques dotées d'une périodicité fixe plutôt qu'à des conseils gouvernementaux. En fait, la Confédération est un embryon d'organisation fédérale. Son fonctionnement plus ou moins chaotique fait vite ressortir ses insuffisances et il appartient à ses membres de prendre la décision soit de dissoudre leur union soit de la renforcer en la dotant de structures proprement fédérales. Ceci étant, la confédération est une phase subalterne ou embryonnaire du fédéralisme, lequel correspond à une forme plus élaborée d'État composé. B. L'État fédéral ou fédération. 1. Signification de l'État fédéral. À l'opposé de la confédération, un État fédéral constitue une formule très intégrée du fédéralisme. C'est la forme la plus élaborée ou raffinée d'État composé. Il peut se définir comme une union d'États non souverains au sein de laquelle une nouvelle collectivité, détentrice de la souveraineté internationale, se superpose à ces derniers. En clair, un État est, dit fédéré quand les unités territoriales qui la composent sont dotées en matière constitutionnelle, législative et juridictionnelle d'une autonomie telle qu'elle n'est pas en principe de compétence internationale. L'État fédéral est donc un État composé de plusieurs autres États avec lesquels il partage les compétences qu'exerce ailleurs l'État unitaire, exemple, USA, Russie, Inde, Canada, Autriche, Brésil, Argentine, Suisse, Belgique, Allemagne. Ainsi présenté, l'État fédéral peut se constituer soit par un processus d'association USA-Suisse. Cela se fait généralement par la création d'une confédération débouchant sur la fédération, soit par dissociation ou désintégration, l'ex-URSS avant la Révolution de 1917, Belgique, antagonisme entre Flamands et Wallons. Quel que soit le processus suivi, l'État fédéral est créé par un acte juridique de droit interne, la Constitution qui ne peut être modifiée qu'avec le consentement d'au moins la majorité des États fédérés, membres de la fédération. 2. L'organisation de l'État fédéral. Le fédéralisme se construit autour de trois principes également appelés « lois » de la fédération. Ces principes sont au nombre de trois: le principe de superposition, le principe d'autonomie, et le principe de participation. Le principe de superposition. L'État fédéral, on le rappelle, est le résultat d'une organisation d'États indépendants qui décident d'abandonner leur souveraineté internationale au profit d'une nouvelle entité politique. Cette nouvelle entité politique qu'est le super-État va se superposer au État fédéré. De ce qui précède, il en résulte une superposition d'institutions. Ainsi, on assiste dans le même système juridique à une pluralité d'ordonnancements juridiques avec un ordonnancement juridique majeur, celui de l'État fédéral auquel sont subordonnés des ordonnancements juridiques mineurs, ceux des États fédérés. En outre, au plan organique, on distingue le Parlement fédéral du Parlement de chaque État fédéral, puis l'exécutif fédéral de celui des États fédérés, enfin, à Cour suprême fédérale du pouvoir judiciaire de chacun des États fédérés. Du principe de superposition découlent trois conséquences juridiques. En premier lieu, nonobstant la pluralité des États, on a une unité des frontières. Les
frontière de l'État fédéral englobe l'ensemble des territoires des États fédérés. En deuxième lieu, en dépit de la superposition des organes, seul l'État fédéré existe du point de vue du droit international. Ainsi, les États fédérés ne constituent pas les personnes juridiques au regard du droit international. En troisième lieu, certes il y a une superposition des nationalités de chacun des États, mais il n'y a pas de double nationalité au regard du droit international privé. C'est dire qu'il y a une nationalité unique, celle de l'État fédéral qui l'emporte sur la nationalité de chaque État fédéré. B. Le principe d'autonomie. Le principe d'autonomie garantit la libre organisation des États fédérés. Autrement dit, cette loi signifie que chaque État membre de la fédération a son propre ordre juridique. Elle se traduit par une répartition des compétences entre l'organe fédéré central et des organes locaux, États fédérés. Cette répartition s'effectue domaine par domaine. Plusieurs techniques sont possibles. Premièrement, la Constitution fédérale énumère les compétences au profit de la fédération. Par déduction, toutes les autres compétences appartiendront aux collectivités membres. Deuxièmement, on énumère les compétences détenues par les États membres, la fédération disposant de la compétence de principe, les compétences non énumérées. Troisièmement, l'État fédéral et les États fédérés interviennent concurremment dans les mêmes matières. Toutefois, généralement les matières telles que la défense, la monnaie, la douane, la défense et les télécommunications relèvent de la compétence de l'État fédéral. A contrario, les États fédérés ont la compétence de droit commun. Cette répartition de compétences est garantie par la Constitution fédérale et par une juridiction constitutionnelle qui tranche les conflits de compétences. C'est le principe de participation. Ce principe permet d'associer les États fédérés à la décision fédérale. En clair, le principe de participation implique une représentation des entités fédérées à la décision fédérale. Cette loi est selon Raymond Carr de Malberg, le critère qualificatif de l'État fédéral. Ainsi, les unités fédérales participent au pouvoir législatif fédéral. C'est ce qui explique ou justifie le bicamérisme ou le caractère bicaméral du Parlement fédéral. En effet, le Parlement fédéral est divisé en deux chambres. La première chambre représente les populations. La deuxième chambre représente les États membres qui y sont de manière égalitaire. Cependant, l'existence d'une chambre des États n'est une garantie suffisante que, si cette chambre dispose de pouvoirs véritables. Toute la question est de savoir si la Chambre des États doit disposer des mêmes pouvoirs que la Chambre des populations. La solution la plus traditionnelle consiste à consacrer un bicamérisme égalitaire, c'est-à-dire donner à la Chambre des États des pouvoirs égaux à ceux détenus par la Chambre des populations. Suisse. Aux États-Unis, la Chambre des États, le Sénat dispose de pouvoirs supérieurs à ceux de la Chambre des populations, notamment par les prérogatives importantes et non partagées qu'elle détient en matière de ratification de traités et de nomination de hauts fonctionnaires. Dans certains cas, les États fédérés participent au pouvoir fédéral exécutif.
C'est le cas de l'Exurse où le chef de l'État est un organisme collégial de 39 membres, dénommé le Présidium, du Soviet suprême au sein duquel les 15 républiques fédérées étaient représentées. C'est actuellement le cas de la Suisse, de la Malaisie et des Émirats arabes unis. Précisons pour terminer ici qu'il peut y avoir participation à la fonction exécutive sans participation à l'organe exécutif, Sénat aux États-Unis. Section 3. Les fonctions de l'État, Saint Thomas d'Aquin, 1227 à 1274, déclarait que l'État recherche le bien commun. Cette notion est désignée aujourd'hui par l'expression générique d'intérêt général. Suivant la façon dont ce dernier est interprété et analysé, les fonctions de l'État sont plus ou moins extensives. Il existe une interprétation politique des fonctions de l'État et une analyse juridique des fonctions de l'État, les fonctions politiques de l'État. L'interprétation politique des fonctions de l'État a varié avec l'évolution de la conception même du rôle de l'État. Ici, les missions de l'État se rattachent à la conception libérale de l'État. En relation avec le temps, on retiendra 3 variantes des fonctions politiques de l'État. 1. L'État gendarme. Au sortir du Moyen Âge, l'État est considéré dans la pensée politique occidentale comme essentiellement fondé sur des considérations de sécurité. Ainsi l'État gendarme est celui qui se borne à exercer une fonction de défense, de maintien d'ordre, la monnaie, la diplomatie et la justice. En conséquence, la sphère économique et sociale est laissée aux particuliers, à l'initiative privée. Toutefois, si l'État n'intervient pas dans le domaine économique, il doit protéger l'ordre économique en établissant des règles juridiques organisant le déroulement des activités économiques. 2. L'État-providence. L'État-providence symbolise l'abondance, la générosité. C'est celui dont toute catégorie sociale, défavorisée ou dans une situation difficile, attend des secours. Ainsi, l'État n'intervient plus, seulement providentiellement, il prévoit ou essaie de prévoir le développement du pays et de le maîtriser, et il pèse sur toute l'activité nationale par le biais des dépenses publiques. L'État devient alors un producteur et un redistribué. Par ailleurs, à l'image de la Providence, l'État assiste socialement en construisant des écoles, des hôpitaux et en organisant la sécurité sociale. 3. L'État social et économique. Les missions de l'État, ici sont multiples et diverses. Au sens strict, elles consistent pour l'État à établir une législation concernant le travail, l'emploi, l'insertion dans la vie professionnelle, et surtout apporter une aide sociale aux catégories de citoyens les plus défavorisés comme les malades, les vieillards, les handicapés, etc. Ces missions comprennent aussi tout ce qui concerne la santé publique, que ce soit du point de vue préventif, vaccination, hygiène, prophylaxie, ou du point de vue curatif, équipement hospitalier. On peut ranger également parmi ces missions les secteurs de l'enseignement, de la culture et de l'information, dans lesquels l'intervention de l'État apparaît singulièrement performante. L'État assure enfin parfois la direction du développement économique et l'aménagement du territoire, les fonctions juridiques de l'État,
au plan juridique, s'agit de voir dans les fonctions de l'État essentiellement les actes pris par les organes étatiques. Cela dit, on peut convenir qu'il existe 3 fonctions juridiques, correspondant à la distinction tripartite de Montesquieu. A. La fonction législative, elle vise à élaborer les lois qui sont des actes de portée générale et impersonnelle. Cette fonction relève dans un système représentatif et démocratique de la compétence des parlementaires, députés. B. La fonction exécutive, elle consiste à exécuter les lois votées par le Parlement, à les mettre en application. Cette fonction relève du gouvernement. C. La fonction juridictionnelle, c'est le pouvoir de rendre la justice dans l'État. Son objet est donc de sanctionner les atteintes à la loi. En clair, la fonction juridictionnelle consiste à régler les litiges sur la base des lois, votées par le Parlement. Nous voici au terme de ce premier chapitre. Je remercie le professeur Charline Prosper d'avoir apporté sa contribution pour finaliser ce chapitre. Ensemble, nous vous remercions d'avoir suivi ce chapitre. À très bientôt.